Bonjour tout le monde, bienvenue au Stand 2 Podcast, épisode 10 avec le Major Général Alain Foran. Une légende dans le Royal 22e Régiment, une longue carrière, super généreux. Fait que, dans cette partie-là, la partie 1, on va parler de son enfance, son adolescence, son enrôlement, l'Allemagne et le régiment aéroporté et beaucoup d'autres aussi, sa famille. Fait que je vous laisse. Bon visionnement à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et commenter cet épisode. Fait que ça nous aide un petit like, un petit quelque chose comme ça. Fait que bon visionnement à tout le monde. Intérêt son peloton à Charles. Oui. L'adjudant Renault, tu connais? Il est gentil, ça fait plusieurs années. L'adjudant Renault. Ouais. Son garçon a perdu une Oui, le flot, oui. en Afghanistan. C'était un de mes premiers sergents au premier commando. Ah oui? Oui. Ah, ça... Puis on s'est l'automne passé, je faisais des activités de team building dans son coin, fait qu'on l'a appelé, puis tu sais, c'était besoin de quelque chose, puis tout ça, fait que c'était bien le fun de le rencontrer à nouveau. Le moment dépressif, là, il s'en est sorti. Ah oui, c'est des moments difficiles, là. Je vous l'avoue, là, à ce moment-là. Là. C'est comme j'essaie de me rappeler l'ingénieur, quand j'étais à du régiment, il y avait le capitaine Maranda, Christian Maranda, qui était à l'hôpital Québec. Mm-hmm. Puis j'étais allé le voir, et puis on me dit, il y a un autre blessé à côté, lui, il a perdu les deux jambes. Un ingénieur, un grand ingénieur. La tulipe? Non. Non? Denis Parot, je pense son nom. Ah! J'avais été le voir, puis lui, il m'avait dit, général, quand mes gars vont revenir, ils revenaient dans le poids. OB? Étienne OB. Il dit, je vais être à l'avion pour les accueillir. Il était là. Ouais. Puis je le vois assez souvent parce qu'il joue au golf. Il est un grand athlète. Lui, j'ai eu, lui aussi, il y a eu un moment là, d'adaptation qui n'a pas été facile. Mais là, il y a deux prothèses, puis la vie semble être revenue à la normale. Oui, ben, tu sais, c'est tout le temps la transition avec ça, s'adapter à ta nouvelle vie et tout ça qui n'est pas facile, là. C'est le jeune Renaud, c'est un athlète. Oui, tout à fait. OK. Ben, c'est déjà commencé, mon général. Oui, moi, j'étais un parfait de même, moi. J'avertis pas, pis tard, vas-y, Ben, sont où? Comme j'ai dit, j'étais un peu, ils sont drettes devant moi. Tu sais, vous êtes un icône du régiment. Vous êtes beaucoup, tu sais, comme on pourrait dire, un modèle et tout ça. Fait que, tu sais, aujourd'hui d'être ici, puis vous m'accordez ça, ça me touche beaucoup. Merci de votre temps aussi. Puis comment dire ça, là, c'est, moi, je suis arrivé, puis comme je disais, j'étais un peu nerveux vous m'accueillir, puis tu sais, chez vous aussi, fait qu'on prendra quelques photos à la fin, là, puis je les partagerai aussi là, lors de mes publications. Là, qu'est-ce que je vais faire ça? J'avertis, là. Mon introduction, là. Je pense que vous n'avez jamais eu ça dans l'armée. Okay? Né à Farnham, Québec, Canada, le 27 janvier 1944, s'est enrôlé comme officier au sein du Royal 22e Régiment en 1967. Servi en Allemagne, au régiment aéroporté, Valcartier, comme commandant de bataillon de brigade du secteur, déployé à Chypre, Sahara occidental, Croatie, les opérations domestiques, le verglas, inondation au lac Saint-Jean, le bug de l'an 2000, admis au sein de l'Ordre de Saint-Jean, récipiendaire de l'Étoile du Courage, croix de service méritoire, commandeur de l'Ordre du Mérite militaire, 42 ans de bons et loyaux services. Il est marié à Pierrette. 46. 46. Il est marié à Pierrette depuis 50 ans. 50 ans, il était de 49 ans. Excellent que un jour prochain. Que j'ai rencontré à mon arrivée. Il est père de deux garçons, Jean-Guillaume et Marc-Antoine. Je vous présente le Major Général
Alain Forand! Le cachot, c'est moi. Fait que, c'est ça, là. Comme j'avais commencé ça avec l'adjudant-chef Chris Robin, qui est un ami aussi. Fait que c'est mon style à cette heure d'introduire les personnes comme ça. J'ai mis le paquet, fait que pour aussi le respect, aussi, ben je vais vous appeler tout au long de l'entrevue mon général. Vous pouvez m'appeler Christian, puis il n'y a pas de trouble. OK? Ça vous va? Pas de problème. Ah, OK. Sinon, le monde va me dire, hey, t'as pas vous voyez le général et tout ça. Fait que, bienvenue au Stand To Podcast. Merci de me donner l'opportunité de paraître et de passer des messages, comme je disais tantôt. Puis, et de partager, tout à fait, puis ça, on va le faire, et parce qu'il y a beaucoup de nouvelles dans l'actualité qui nous concernent un peu, comme le bilinguisme, ça en est un. Puis aussi, reflet sur votre carrière. Vous m'avez envoyé beaucoup des documents, j'ai tout regardé les documentaires, j'ai encore, comment on pourrait dire, j'ai vérifié certaines affaires, votre entrevue à Radio-Québec, Radio X pour les nommer. Fait que ça, j'ai réécouté ça ce matin avant de m'en venir aussi. Fait que c'est un portrait de votre carrière, je sais pas, il y a la page Wikipédia et tout ça, il y a tout le temps des brides. Mais il n'y a jamais eu, comment on pourrait dire ça, tout l'ensemble de votre carrière. À moins que je me trompe. Dites non, là. J'ai eu l'entrevue que j'avais faite pour les vétérans, qui a passé en anglais et en français. Mais non, d'avoir eu des bribes durant le verglas, évidemment, il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été données. Tout à fait. J'avais le ministre Fort qui était enchanté de ce que les militaires avaient accompli. Et puis, réellement, durant cette période-là, le verglas, je pense qu'on va en parler plus en détail tantôt, ça a changé la perception des Québécois envers les forces armées militaires. Parce que je te rappelle, dans ce temps-là, notre réputation n'était pas tellement bonne suite aux allégations de ce qui s'était passé en Somalie, où en réalité, c'est 2-3 imbéciles qui ont gardé la sauce, puis on n'a jamais mis en relief tout le travail que les juments avaient porté, avaient fait lorsqu'ils étaient là. Lorsqu'ils sont partis, le Bellatuel, la paix était rétablie, les vieux sages avaient repris le contrôle, la nourriture était disponible, les gens cultivaient, la paix était dans votre secteur. Mais ça, on n'a pas parlé, on a parlé du fait que les gens qui ont été trouvés coupables et avec raison, c'est inadmissible ce qu'ils ont commis, mais ce qu'ils n'ont pas parlé non plus à l'enquête Charles Bonneau, malheureusement, qui a été arrêté. D'une certaine manière, j'étais d'accord parce que le juge, je pense, faisait faux ça. Mais il y a des gens qui auraient dû être épinglés pour les gestes qu'ils n'ont pas commis, parce qu'il y a des gens qui auraient jamais dû être déployés. Tout à fait. Puis on va en parler tantôt parce que j'ai été au régiment reporté. Puis c'est un des sujets aussi, vu que vous étiez, moi je suis arrivé quelques années après vous au régiment. J'ai servi en Somalie, puis j'étais là lors du démantèlement. C'est ça, on va. Alors la situation était qu'avant le verglas, l'armée n'avait pas une bonne réputation. Ce qui était malheureux. Puis après le verglas, il y avait eu 3 sondages pour demander à la population quelle était la meilleure organisation durant le verglas. Et puis on a eu 95,8, 95,5, 95,2, puis Hydro-Québec avait 82%. Alors je pense que ça vous a redonné une certaine confiance auprès de la population. On était bien vus. Je pense que ça a aidé aussi les militaires de sentir qu'ils étaient acceptés, qu'ils étaient fiers d'aider leurs concitoyens, et puis de sentir qu'ils contribuaient à aider des concitoyens qui étaient dans le besoin et dans la malheur. Tout à fait. Puis on va aller expliquer plus ça un petit peu plus tard. Puis aussi, pourquoi le podcast existe? Parce que on en a parlé un petit peu. Fait que, j'ai des commanditaires qui est LBA Team Building, c'est une compagnie de vétérans qui aide les compagnies privées à faire de la cohésion, le leadership et l'accompagnement aussi, avec des nouveaux produits. Puis on a un défi 30 jours qu'on fait, qui va commencer début septembre, c'est 1 kilomètre ou 15 minutes par jour. C'est tout.
sais, comme le mois sans alcool. Ouais. Il n'y aura pas de don, pas rien, c'est juste faire bouger puis montrer aux gens, ben, tu sais, le leadership commence par soi-même aussi. D'accord. Puis en même temps, on avait, vous avez FT Graveur, Fred Talbot, bon, je vais l'avoir. Fred Talbot, un ancien militaire, OK. qui a sa compagnie de graveur, fait qu'il nous fournit les bocs de bière. Fait que ça va être votre boc. Oui. Et, Moi, je trouve fantastique qu'il y a tellement de militaires, une fois qu'ils sont devenus civils, qui ont des qualités, puis ce qu'ils font, là, il y en a, c'est des artistes, ils sculptent le bois, d'autres, c'est dans peigner peindre des toiles, des mécaniciens, des gens incroyables. Ils ont ce que beaucoup de gens ont pas, c'est qu'ils ont pas peur de travailler. Ils ont confiance en eux. C'est des gens sur qui tu peux te fier. Moi, je salue tous les vétérans, puis spécifiquement ceux qui ont réussi après à dire, OK, je prends une retraite, mais je vais faire quelque chose que j'ai toujours voulu faire, qui deviennent des experts en la matière. ben oui, tout à fait. Puis en même temps, ben, vous m'avez partagé que vous prenez une pause de l'alcool pour quelques mois et tout ça. Fait que ben, j'ai tout le temps simplement de brasseur. Je vais vous laisser la bière après, puis ça sera à vous de déguster. C'est René Huard qui est... Simplement brasseur. Mosaïque. C'est ça. Puis je n'avais amené deux, puis Mosaïque, puis la Galarno. C'est eux qui ont fait le design? C'est en plein ça, oui. Oui, C'est René Huard, un vétéran des Forces armées canadiennes qui a sa compagnie, sa microbrasserie. Galarno. Galarno. Oui. On l'aimait beaucoup, Galarno. Oui. Il se montrait la face. Oui. Surtout à Gagetown. Gagetown et tout ça. Fait que je vais respecter avec vous votre moment de rêve, puis je vais vous laisser les bières, puis que vous pourrez déguster là, lorsque... C'est bien gentil. J'ai un de mes garçons qui, spécifiquement, c'est la seule bière qu'il boit. Là. Les microbrasseries. Moi, je suis pas tellement connaisseur en la matière, hein, mais lui, je sais qu'il va apprécier. Là. On les vivra ensemble. Ben, excellent, mais ça me fait extrêmement plaisir. C'était la même affaire avec l'adjudant-chef Robin, que lui, il est en combat. Okay. Fait que, j'ai présenté les bières. Le règlement qui existe aujourd'hui, c'est mal vu d'une certaine manière, mais tu leur diras que j'ai remercié énormément. Oui. Et puis, ça me ferait plaisir de leur dire mes commentaires une fois que j'y aurai été. Stand To Podcast est commandité par LBE Team Building, qui offre des activités de leadership pour aider à la cohésion et à l'engagement de vos employés. L'équipe de LBE Team Building est composée de vétérans qui ont une vaste expérience en leadership et en déploiement. Vous voulez en savoir plus? Juste à communiquer avec nous autres à www.lbeteambuilding.com. Ben, excellent. Merci beaucoup. Puis, tu sais, vous êtes, vous êtes né à Farnham. Oui. OK. Né à Farnham, des frères, des sœurs. Ben, on était 8 dans la famille. Il y en a un qui est décédé quand il était jeune. Alors, j'avais 2 sœurs et 6 frères. OK. Puis, malheureusement, mon père nous a quittés, laissé ma mère là, quand j'avais 5 ans. Moi, j'étais dans le milieu, à peu près, là. OK. Alors, disons que celle qui nous a élevés, c'est ma mère. Puis, tout ce que j'ai appris, c'était le courage indomptable de réussir à élever les enfants tout seul. Puis dans ce temps-là, la pension n'avait pas, il fallait se battre pour ça. Mais on vivait un peu à l'extérieur de la ville de Farnham. On avait un jardin, on cultivait l'été. Ma mère faisait des calages dans ce temps-là. Je mettais ça dans la chambre froide. Et puis le sous-sol pour les pommes de terre, les carottes, tout ce qui pouvait s'emmagasiner, qu'on espérait qu'il t'offrait jusqu'au printemps. On avait une vache, on avait une chèvre, on avait des poules, on avait des lapins. Autosuffisant. On chauffait au bois et à l'huile. La forêt était à côté. Alors, disons qu'on empruntait. Et puis, on avait une bécasse dans ce temps-là, parce que l'eau courante est arrivée, je pense qu'il y avait
8-9 ans. OK. Alors, on allait tomber, quand on a eu l'eau courante, mais c'était fosse septique. J'imagine qu'on était écologique dans l'âme parce qu'on allait tomber ça dans la forêt. Alors, j'imagine, avant que le mot écologie devienne à Viral. la mode. Dans la mode, moi, j'aime bien à la mode. Nous, on avait déjà commencé. Non, c'était... Puis les vêtements, ça se passait du plus vieux au plus jeune. Dans l'année que moi, j'étais quatrième, ben, disons que c'était un petit peu plus usé. Quand ça arrivait au plus jeune, Pierre, ben, lui, disons que c'était différent. Je me rappelle dans ce temps-là, quand j'allais à l'école, ben, c'était des bottines de feu, et puis des pantalons, ils appelaient ça comme des pantalons cowboy qui étaient dans le temps. Il y en a qui avaient Pattes d'éléphant, c'est ça? des pattes d'éléphant, Ouais. qui avaient osé rire de moi. J'étais plus grand que la moyenne. Il y a eu des petits poussements, mais à un moment donné, quand tu donnes 2-3 petites claques au bon endroit, disons que les ricanements arrêtent. Fait que j'ai un temps à passer, là. Fait que, je peux pas dire que j'ai eu une enfance heureuse, mais je me suis débrouillé. J'ai commencé très tôt à essayer de ramasser de l'argent pour aider ma mère. J'ai commencé à servir la messe à 7 ans. À ce temps-là, il y a la presse qu'on pouvait passer aussi. Il y avait un journal qui s'appelait La Voix de l'Est. Ouais. Et puis la Gazette, qui était le journal anglais. Et puis, à 13 ans, j'ai commencé à travailler au camp à Farnham, parce qu'au camp à Farnham, l'été, il y avait à peu près 5000 personnes, les cadets, à ce moment-là. Il y avait tous les corps de réservistes qui s'entraînaient là. Alors, c'était à peu près 5000 personnes. À Farnham, 5000 de population, 7 hôtels. Parce que c'était un centre ferroviaire, il y avait une gare de triage canadien-pacifique. OK. Le Canadien national passait là aussi. Puis au début, c'était des engins au charbon. Ça causait certains besoins s'éclaircir la gorge. Alors, c'est pour ça qu'il y avait cet hôtel avec le camp l'été. Alors, disons que ça faisait quelque chose de spécial. OK. Puis ça a amené, dans la famille, y avait-tu des militaires ou tout ça? Ben, j'ai su par après parce que mes frères, lorsqu'ils avaient 13 ans, eux autres, l'école les intéressait pas, ont quitté la maison pour aller travailler ailleurs. J'ai eu un de mes frères, le deuxième, Jacques, qui s'était enrôlé pour le régiment d'ingénieurs. Et puis en s'enrôlant, il a eu la chance, il a été affecté en Allemagne. Fait qu'il a fait son 3 ans, puis il est sorti. J'ai eu un autre frère, Jean, qui, lui, a fait 3 ans avec le 22. Et puis, j'ai su bien longtemps après qu'il avait fait 3 ans avec le 22, parce qu'il était parti. Alors, il a fait son 3 ans, puis après 3 ans, il a pas été déployé outre-mer. Il est demeuré, il était au 2e bataillon. Alors, il a fait son 3 ans, puis il n'en a jamais parlé. Alors, par après, on a renoué, on était plus vieux, que lui avait fait l'armée, puis mon autre frère avait fait l'armée. Alors, c'est pas ça qui m'a influencé. Même s'il y avait une base militaire là, puis comme j'ai dit, j'ai travaillé 2 ans l'été dans les cuisines, puis ça payait assez bien. T'étais supposé avoir 16 ans, mais étant donné que j'étais grand, je me suis fait passer pour 16 ans. Alors ça me donnait l'opportunité de donner un peu d'argent à ma mère là, pour aider aussi, parce que, comme je t'ai dit, mes autres frères étaient partis. Alors, il restait moi, mes 2 sœurs qui étaient plus jeunes, et mon plus jeune frère, là, Pierre. OK. Alors, j'ai tout fait. Puis ma mère, ben, je voyais qu'elle travaillait énormément là, pour nous subvenir. C'était rien de gourmet ce qu'on mangeait. On avait manqué de nourriture. Parce que, comme je te dis, elle faisait beaucoup d'emportage. Et puis, on me rappelle qu'on allait au marché le samedi. On arrivait toujours là, juste avant que ça ferme. Parce qu'à ce moment-là, on pouvait acheter des affaires moins chères. Puis il y en a beaucoup qui donnaient des os avec un peu de viande à ma mère. Nous, il fallait marcher quasiment 2000 avec les sacs pour revenir à la maison. Là, mais ma mère était très catholique. Hein. Puis dans ce temps-là, être séparé, c'était mal vu. Là. C'était la femme qui était blâmée et non l'homme. Et puis ma mère, ben, disons que ça l'ostracisait un peu, ça. Mais tous les dimanches, elle allait à la messe. Tous les dimanches, elle allait à la confesse. Et ça me suit qu'est-ce qu'on faisait, parce que je c'était peut-être à cause de nous, là. Je me suis senti coupable une couple de fois. C'est
C'est la seule cuisine. Moi aussi. Les petits péchés que j'avais commis. Là. Mais dans l'ensemble, j'ai réussi à me débrouiller parce que très jeune, j'étais bon dans les sports. La seule affaire que j'étais pas bon, c'est le hockey. J'étais ma première balle de patin, j'avais 25 ans. Et les bandes et moi, c'était très familier. Mais j'étais bon au tennis, à baseball, au baseball et au golf. Alors, j'ai pu m'associer avec des gens beaucoup plus âgés que moi, justement parce que j'avais cette habilité-là. Alors, disons que ça compensait pour le fait qu'on n'avait pas grand-chose à la maison. J'ai mangé mon premier morceau de pain blanc, je pense que j'avais 8 ans. Que madame m'avait donné, puis ça a pris 3 ans, ouais, j'en vois d'autres. Ma mère faisait une partie du pain, puis le lait, dans ce temps-là, dans le coin, c'était livré à cheval, dans les bouteilles de vide. On n'avait pas de réfrigérateur, c'était la glace qui était dans les anciennes glaces. Genre, on se débrouillait, je veux dire. On a survécu, et puis le fait que tu réussis à passer à travers ça, ben, ça te donne une meilleure idée des valeurs de la vie. J'ai appris très tôt, moi, à aider ma mère dans la cuisine et tout. Alors, j'ai toujours fait ça normal, parce que Pierrette et moi, on a vécu ensemble, que je fais 50% de ce qu'il faut faire. Impliqué dans les tâches. C'est ça. Donc, je suis impliqué à 100% dans les affaires que j'ai pas encore le droit de laver mon linge, parce qu'apparemment, je fais des mélanges qui sont soupçonneux. Alors, j'ai pas cette mission-là, disons que ça m'arrange. L'autre truc pour pas faire la vaisselle, vous cassez les anses de tasse. Ça passe. Je pense que elle est très subtile, elle comprendrait mon petit truc. Je sens que c'est normal pour moi. Puis si on va en parler plus tard, quand j'ai été commandant de bataillon, j'ai mis en place des reconnaissances pour les épouses, les conjoints. Super. Ben oui, on garde ça en tête. Fait que j'ai évolué, je réussissais très bien à l'école, j'étais toujours parmi les 5 premiers, problème. Mais après, qu'en 6e année, apparemment, les frères, pas les prêtres, mais les frères, c'était des frères de l'école chrétienne, jusqu'à ma 11e. Fait qu'en 6e année, ils m'avaient convaincu que Dieu m'appelait. Fait que, on m'avait enrôlé au séminaire à Sainte-Sainte. Ma mère était en extase. Mais après une semaine, apparemment, que j'avais perdu la foi, ils m'ont envoyé. Fait que, ça a été mon Mais j'ai perdu la foi. Ça a été mon expérience. Mais moi, l'école, j'avais aucun problème. Puis j'ai terminé ma 11e scientifique spéciale, c'est mathématiques, on part à Fordham. Et puis là, j'ai décidé de faire ma pré-universitaire au Mont-Saint-Louis, ici à Montréal. Alors, puis j'ai réussi le cours, pas de problème. Puis j'aurais pu débuter à l'université, puis là, bon, ça m'intéresse plus. Alors. Ça vous intéresse plus, puis après ça, vous avez fait quoi? Ça m'intéressait plus d'étudier. Tu sais, je voulais faire quelque chose de différent. Fait que je suis devenu à Fordham. Et puis là, j'ai commencé une période où j'ai travaillé dans à peu près tout, là. Puis, depuis longtemps, je pensais à une compagnie qui s'appelait Collins & Hickman, qui faisait le tapis dans ce temps-là. Le tapis, et quand t'avais pas des voitures des fauteuils de cuir, c'était une espèce de matériel. Alors, c'était fait la Collins & Hickman, ça, une compagnie qui appartenait aux Américains. Alors, je pense que j'ai travaillé de mot, là. C'est un job qui était plate parce que, étant donné que j'avais de l'éducation, ils m'ont donné 2 machines à contrôler. Les machines, tu mettais le tissu qui roulait pendant 1 heure ou 2, là, tu faisais un test, tu vérifiais, alors ça pouvait durer tout mon chiffre depuis 8 heures. J'ai fait ça pendant 8 mois. Ça flatte à mort. J'ai lâché ça, je suis allé travailler au Canadien Pacifique, brakeman. Puis, ma première expérience de brakeman, je partais de Fordham, puis t'allais à Mégantic. Et puis, c'était des convois de trains. De wagons. Avec les nouveaux engins, là. Et puis, comme brakeman, t'étais en arrière dans ce qu'il appelait la caboose, ou t'étais en avant.
Et puis dans ce temps-là, les communications n'existaient pas. Et puis quand tu passais aux stations, c'est les trains passagers qui avaient la priorité dans ce temps-là. OK. Et non les trains à marchandises. Alors, il y avait des cerceaux, puis tu passais peut-être à 30. Ah, puis tu sortais de même, ouais. Pour capter le cerceau. Parce que si tu manquais le cerceau, le train est obligé d'arrêter, parce que dans le cerceau, ça disait, bon, ben, à tel endroit, il y a ça des sidings, il fallait que tu te places sur le côté pour laisser passer les passagers. Alors, s'il manquait ça, là, tout le monde était en bout après toi, parce que ça freinait immédiatement. En avant, c'était pas si pire. Mais quand tu étais en arrière, dans ce qu'il appelait le bunkhouse, là, tu es accroché sur le bord, puis ça va sur les côtés. T'as le vent d'en face, puis l'hiver, la neige d'en face, puis c'est l'eau, je sais pas tu le monde non plus. Puis dans ce bunkhouse-là, il y avait celui qui était en chargé du train, le train master. Lui, il était roi et maître dans ça. T'avais une place pour t'asseoir, puis tu ne crois rien. T'as mieux d'avoir ton lunch parce que lui, il te donnait rien. Alors, c'était une éducation. L'éducation de la vie. J'ai fait ça pendant 5 mois, je pense. OK. J'ai lâché ça. Je suis allé travailler à Montréal. Il y avait un producteur de lait de la région de Montréal qui avait un bureau ici à Montréal, qui m'a engagé comme secrétaire. J'ai fait ça pendant 5 mois, puis j'ai lâché ça. Je suis allé travailler pour une cour à scrap de véhicules, des pièces, des affaires. Puis, je suis parti une semaine avant que la police vienne faire une descente. Parce qu'apparemment, c'était des autos que la plupart valaient. Je ne savais pas. Ben non, hein, vous saviez pas. Non, sérieusement, je ne savais pas. Non, Je vous moi, j'étais secrétaire de ça, je tenais la comptabilité et tout. Puis, on devait pas. Et puis, si les pièces étaient disponibles ou non. Puis, à un moment donné, j'ai lâché ça. Puis, une semaine après, j'ai su que il y avait eu une descente. Puis, mais j'ai jamais été inquiété parce que j'étais pas mêlé dans ça. J'ai travaillé aussi dans une manufacture de caoutchouc. Et puis, à un moment donné, mon frère le plus jeune, puis 2 de ses amis, disaient, on va aller faire une run de tabac en Ontario, à Elmer. Alors, je suis parti avec eux autres. On fait une run de tabac. Et puis, une run de tabac, c'est... Je suis allé ramasser le tabac. OK. Parfait. J'ai pris ça, puis en tout cas. Et en revenant, on arrête à Taverne, à Stratford, avec les chemins de retour. Parce que les 2 amis de mon frère qui étaient là connaissaient quelqu'un qui travaillait dans la même usine qui appartenait à la Collins and Ekman. Alors, on prenait une bière à la taverne, puis celui qui est le waiter, qui était là, c'est un Canadien français, il dit, y a-t-il quelqu'un qui veut un job? Si, moi, je vais avoir. Je dis, moi, je n'avais rien à venir à Farnham à ce moment-là. Il dit, on va te faire rencontrer le gérant, on va voir le gérant, puis parlait baragouinait l'anglais, puis francophone, puis 6 pieds 2, 180, et oui, fait que j'ai commencé là, puis au bout de 6-7 mois, là, parce que ça fermait à minuit, la taverne était divisée en 2, un côté des hommes, mais dans la même pièce, il y avait le côté des femmes, mais il y avait un bar, l'autre bar, qui finissait à 2 heures. Et puis, disons que quand t'es jeune, tu brûles la chandelle avec 2 coups. Au bout de 7 mois, je commençais à trouver ça assez dur sur le body. Mais je décide à un moment donné, London, qui était pas tellement loin de là, bien, je vais aller visiter la ville de London. Fait qu'en voyageant dans la ville de London, je passe devant un centre de regroupement. Puis il disait... OK, aussi, OK. Ouais. Bon, je vais voir ce qu'il y a en dedans. Et puis, je commence à regarder les pamphlets, ces affaires-là, puis un sergent, je pense. Dans ce temps-là, je connaissais pas ça, mais il y avait de la 3 bars, ça doit être sergent. Quand tu vois des films, les 3 bars, c'était des sergents. Fait qu'il commence à me parler, il me demande mon niveau d'éducation et tout. Ah, puis il dit, ça vous intéresse pas, on vous fait passer des tests, vous n'avez pas, en tout cas, il me convainc, je passe les tests. J'oublie ça, je retourne à Stratford, puis 2-3 semaines après, je reçois un téléphone. Si vous êtes intéressé, on voudrait vous essayer dans l'aviation. Fait que, mais par contre, vous alliez passer des tests à Toronto, au DCIM, là, pour passer tout ça de tests, pour voir si t'es capable de voler, ces affaires-là. Et puis, après les tests, une journée complète, le gars, il dit, non, vous ne ferez pas le faire. You're most likely to crash the airplane than to fly it.
Parce qu'apparemment, j'avais des problèmes d'oreille. OK. Bon. Fait que je dis, OK, thank you, j'oublie ça. Fait qu'un mois après, là, j'étais tanné, je donnais ma démission, puis je reviens à Farnham. Elle a dit, t'arrives bien. Il y a un policier qui vient de quitter la police de Farnham. Et puis, demain, il y a une compétition pour le remplacer. Je dis, OK, on va faire la compétition, puis je vais le remplacer. J'ai été choisi. Fait que, là, il me donne l'habit du gars que je remplaçais, qui était beaucoup plus gros que moi. Puis, dans ce temps-là, pas de formation, pas rien. Ah, puis, non, c'était... Le chef de police me donne un pistolet puis des balles. Puis dans ce temps-là, il y avait beaucoup de vols de banque dans les années 60. Ça, c'était en 66. Et puis, j'ai dit, ouais, j'ai jamais tiré ça. J'ai dit, on a une dompe, là. Il y a des rats de pratiquer, là, tu sais. Puis il me donne 30 tickets à donner. Le lendemain, moi, Ça commence de loin, les quotas, là. Le lendemain, je les ai tous donnés, les tickets. J'ai dit que débarrassé, parce que je me rappelle son bureau le soir, puis il était oh, tu fous de cette là. J'ai donné l'étiquette, c'était donné au maire, tu m'as donné un autre député, tu m'as donné des gens d'affaires, puis tu m'as donné à ma femme. Et là, il dit, je veux plus t'entendre. Fait que j'étais là 8 mois, j'ai plus donné jamais de ticket. Puis, moi, après, on allait à Don pour tirer, puis, quand j'ai jamais attrapé un rat. Je pense qu'il riait de moi, c'est ça. Là, il va y arriver, puis la gang de là sortait du camp. Le monsieur qui essaie de venir nous tirer, il y a une chance qu'il n'y ait pas eu de vol de banque durant mon stage. J'ai bien aimé parce que là, on était une bonne gang de gars qui travaillaient ensemble. Puis, il y avait souvent des problèmes dans les hôtels. Écoute, cet hôtel. Quand même, cet hôtel. Il y avait du monde là. Oui, il y avait du monde, mais il y a beaucoup des gens qu'on connaissait, là, qui avaient des batailles qui arrivaient là, puis c'était des gars que tu connaissais, OK, calmez-vous. Puis les autres, disons, on s'en occupait, c'était un petit peu différent dans le temps. Moi, tu t'occupais des gens qui étaient un petit peu récalcitrants. Autre temps, autre mœurs. C'est comme j'ai dit au début, il a dû sortir avec par-dessus tête. Quelque chose de genre. À un moment donné, Stento Podcast est commandité par Simple Mat Brasseur. Un vétéran, René Huard, qui a fondé la compagnie de Simple Mat Brasseur. Merci à vous de commanditer nos bières lors du début des podcasts. au 7e mois, je reçois une lettre des Forces armées. Si vous êtes encore intéressé, on vous offre le cours d'officier dans l'infanterie. Et puis, vous rapporterez en septembre 67 à Chilliwack. Mais entre-temps, amené à Montréal, signer papier. Fait que j'ai dit, OK, on va aller voir ça. Bon, c'est là que je me suis ramassé le 1er septembre 67 à Chilliwack, qui était la première fois qu'il faisait le cours d'officier. C'était nouveau. À Chilliwack, auparavant, c'était à Portland pour la phase 1. Parce que moi, c'était Officer Candidate Training Program. C'était 3 phases. Phase 1, 4 mois. Si tu passais à la phase 1, c'était la phase 2, un autre 4 mois. Et si tu passais à la phase 2, tu as la phase 3, un autre 4 mois. Donc, j'ai fait la phase. Ça, on a commencé, on parlait de francophones tantôt, on a commencé 34 francophones. Puis il y en a 2 qui ont fini. Parce qu'il y avait beaucoup de francophones parmi les instructeurs. Et on fait une enquête. L'enquête, ça a pris une couple d'années. Et oui, ils ont blâmé les francophones, là, mais il était trop tard. Il y en a 32 qui sont jamais revenus dans le système. J'ai juste donné une idée, là. Puis tout était en anglais. Là. Il n'y avait pas de français à ce moment-là. Il n'y avait pas d'accommodement, là, Il n'y avait pas d'accommodement. Accompagnement, J'ai fait ma phase 1, j'ai gradué. On m'a envoyé la phase 2 qui était à Portland. J'ai gradué la phase 2. La phase 3, ça se faisait dans le nord de l'Ontario. Tu passais quasiment 2 mois dans, ils appelaient ça l'entraînement de venture training. C'était dans les montagnes. OK. On faisait un cours partie du cours de Ranger. Là. Ils appelaient ça Polish Temper Bayonet. Là. Pendant 3 semaines. Là. C'était Cours de ranger canadien ou américain? Ben, c'était basé sur le cours américain, parce qu'il y avait un colonel Horvat, vétéran du Vietnam, puis quand à la fin, il est retourné, il était un colonel, puis il s'est fait tuer au Vietnam, là, sur la chose, il y allait. Alors lui, il avait conçu ce cours-là, également nous tester, là, puis c'était
chose de spécial. Tu sais. J'ai fait le cours de Ranger 30 ans plus tard, par exemple. Ouais. Alors, les autres, ils avaient condensé ça en 3 semaines. Les bateaux d'assaut descendaient rapides, les montagnes. Il parachutait des rations s'il fallait qu'ils soient là à l'heure exacte. Puis souvent, parmi les rations, c'était tout niaiseux de regarder, c'était pas des boîtes d'amour, c'était des boîtes de sable qu'on transportait. Tu sais. À un moment donné, tu cliques, tu regardes, puis c'est du sable. Alors, t'apprends, puis si tu manques ton rendez-vous, t'as pas de nourriture, c'est appelé souvent. Une fois, ils disaient que c'était des poules vivantes qu'ils nous ont données. Alors, tu te débrouilles, tu sais. T'apprends à te débrouiller. Et puis, une fois qu'on a complété ce cours-là, on a gradué à Borden. Et puis, ma mère, qui sortait jamais de chez elle, est descendue de Farnham, Borden, avec mon frère plus vieux. Ils sont retournés dans la même journée parce qu'elle n'avait jamais couché en dehors de sa maison. Et puis, une fois que ça c'était fini, ils nous ont mis dans des trains parce que tout le monde s'en allait sur le cours de parachutisme à Rivers. OK. Ouais, c'est ça, ça arrivait. Puis, là, vous avez pas fait le cours de... Vous avez pas été au collège militaire, là? Non, c'était ils appelaient ça Officer Candidate Training Program. C'était ceux qui n'allaient pas au collège militaire ou qui passaient pas par les universités. Okay. Alors, non, c'était spécial. Je sais pas si ça existe encore, ces cours-là. Je suis pas certain. Il y a tellement de changements là, que je pourrais pas vous le dire. Là, alors, on est allé à Rivers, on a fait le cours de parachutisme. Rivers, oui. OK. T'as peu. Il y avait Rivers et Shiloh. OK. Shiloh, c'était pour la High Tower. Ouais. Et Rivers, c'était où le cours se donnait. OK. Et puis, on faisait 5 sauts dans la même journée, là, dont un de nuit, pour recevoir des ailes de parachutisme. Et puis, le lendemain, la parade. Puis, moi, j'étais affecté au 2e bataillon. Quand je suis arrivé à Valcartier, toute la brigade était à Gagetown, en exercice. Alors, je suis resté 2-3 jours à Valcartier, ramassé mon matériel, et je me suis retrouvé à Gagetown. Là, j'ai été choyé parce que mon premier sergent, c'était le sergent Leboeuf, qui est devenu sergent-major du régiment. Camarade Gagnon, Claude Gagnon, je sais pas si tu as connu, qui est devenu, lui ici, père. Claude Gagnon. Oui, ben lui, j'ai connu son fils, Luc. C'est ça. Son père, que j'ai vu à plusieurs reprises par après. Talbot, le camarade-chef Talbot, qui est devenu adjudant-maître, spécialisé dans les pionniers. Et puis, le camarade-chef Landry, qui est lui aussi devenu adjudant-chef. C'était eux autres là, qui étaient mes tuteurs d'une certaine manière, puis moi j'avais 25 ans, puis j'étais assez intelligent pour les écouter. C'est moi qui étais payé pour prendre des décisions, et avec l'expérience qu'eux autres avaient. Là. Puis mes soldats, c'était des vrais soldats. Là. Je veux dire, c'était pas de niveau d'éducation très élevé, mais des travailleurs, puis il n'y a rien qui ébaudrait, puis leur donnait un job, puis ils en faisaient. Puis, donc c'était réellement, c'est là que j'ai appris à commander d'une certaine manière en regardant ce que mes sous-officiers faisaient. Et comme je te dis, en étant assez intelligent pour prendre ce qu'il y avait de mieux à offrir puis leur demander des conseils. J'avais pas aucune honte, aucun problème à leur demander des conseils. Ce qui faisait différent de beaucoup d'autres. Mais comme je te dis, j'avais 25 ans. Il y avait des officiers qui sortaient du collège militaire qui avaient 18 ans. Alors, ça fait une soleil de différence. Avec ce que j'avais connu aussi dans le civil, là, disons. J'avais barouetté un peu partout. Oui. Puis, tu sais, pour revenir au cours de parachutisme, en bas de quoi vous avez sauté, ça en rappelez-vous? C'est les C-130. Les C-130? Les Herc. OK. Les Herc à ce moment-là et tout ça. OK, super. 5 sauts, puis votre premier saut, ça en rappelez-vous? Ouais. Je vais vous partager de quoi après? J'ai fait 33 sauts, j'ai jamais, j'avais toujours la chienne. Parce que c'est bizarre, j'ai le vertige, puis je monte en haut, là. J'ai le vertige. Mais dans l'avion, si je suis le premier à sauter, j'ai pas le vertige, ben tu touches pas à terre. Alors, j'ai jamais eu de problème. Ça, mais j'ai toujours eu la chienne de sauter. Je peux pas dire que j'aimais ça. Il y en a qui sont fous de ça, le parachutisme. Ouais, je peux pas dire que c'est bon.
Ben, moi, j'ai fait 125 sauts static line puis 125 free fall. OK. Je suis devenu PI aussi, là. Moi, j'avais du fun puis j'en mangeais. Moi, toi, t'aimais ça. Oui. Ben, le deuxième saut, des fois, ça a pris 15 sauts, là, avant que je fasse, que j'aille plus à la Chine, là. Ben, tu sais, plus, qu'est-ce que je fais ici, pis tout ça, mais là, tu sais, t'es là, je suis au régiment reporté, pis tout ça, faut que tu sors. Fait que, ouais. Ça a pris un peu de temps avec je m'adapte, mais on sautait beaucoup. Mon intégration au bataillon pour régiment était très bonne, puis comme tu le sais, tu fais ta réputation dans les premiers mois que t'es là. Hein. Puis Oui. ça, ta réputation te suit quasiment le reste de ta vie. Alors, étant donné que j'étais si bien encadré, puis mon commandant de compagnie, c'était quelqu'un de calme, de posé, de vacances sur Et puis, non, j'avais une bonne gang de gens, là, puis je suis bien tombé. Et puis, pas longtemps après que je suis revenu, on parlait de m'envoyer à Montpellier comme officier d'échange avec les Français parce qu'on avait une association. OK, aussi jeune que ça, Ouais, dans l'armée. lieutenant. OK. Et puis, au lieu que ce soit moi qui s'est envoyé, c'était un autre qui est allé. Puis, je me suis ramassé en Allemagne. OK. Ouais, comme jeune lieutenant, je suis arrivé en Allemagne. Et puis, encore une fois, j'ai eu une petite expérience le lendemain matin. Je suis arrivé un jeudi, et puis le lendemain, il y avait la parade normale du vendredi. Et puis, moi, je connaissais pas mon peloton. Et mon sergent, c'était le sergent Lemay. Et il me dit, Vous avez une mémoire phénoménale de vous rappeler tout ça, vous êtes incroyable. je vais voir des fois, tu vas me demander des noms, je sais pas, là. Mais le sergent Lemay, il me dit, on a un gars qui s'est fait tirer dans le pot hier soir, il est à l'hôpital. Il y a un gars qui est wow. Il y en a deux dans le clink, puis il y en a deux qui étaient malades. Merci. Le commandant de bataillon, j'ai dit qu'on t'a rendu. Il dit, je respecte pas une gang de salles. Il dit ça comme ça, là. Et moi, là, je t'embauche pas le verre. Fait qu'après, tous les vendredis, après, il fallait aller faire une marche de 10 000, tu sais. C'était la main que ça fonctionnait au bataillon. Et puis, je me rappelle, petite bottine Bouchard, je l'appelle mon caporal-chef Bouchard, je sais pas si le connu. C'est une série. Et il traînait en arrière, c'est du peloton. Stand2 Podcast est commandité par FT Graveur Fred Talbot, qui est un vétéran des Forces armées canadiennes, qui a lancé son entreprise dans les gravures et autres. Vous pouvez voir leur lien et juste à cliquer là-dessus, c'est un vétéran. Stand2 Podcast est là aussi pour encourager les compagnies de vétérans. Là, je suis allé le voir, je dis, hey, disons que je suis pas tellement content, là. Fait que vous, là, vous êtes mieux d'embarquer puis de marcher en avant, là. Sans ça, j'ai des 11 F, moi, là. Fait que, petite, belle entrée dans le rang. Alors ça, c'était mon initiation. En Allemagne. En Allemagne. Ben après, ça a bien été. Disons que, à ce temps-là encore, c'était différent. Puis on m'a demandé de donner un cours, parce que le caporal, avant, pour devenir caporal, ça pouvait prendre 5-6 ans. Parce que là, il avait établi une norme qu'au bout de 4 ans, tu faisais un cours, tu devenais caporal. Mm-hmm. Alors, moi, on me charge de donner un cours. J'ai appelé ça le cours de Geritol, parce que j'avais un homme, 2 de la Deuxième Guerre mondiale, 4 qui avaient fait la Corée, qui étaient des vieux, là, qui étaient encore dans ce caporal, ou même soldats, parce qu'ils n'avaient pas réussi à passer le test, puis une gang de jeunes. Alors, j'avais un mélange des deux, et puis je me rappelle que on faisait un exercice final qui durait 5 jours. Et puis moi, j'avais dit, pas de cigarette, pas de boisson, pas de chocolat. Puis je les amène sur le terrain de balle molle avant de partir, puis j'ai fait des habillés au complet. Puis mais ce que j'ai su par après, c'est que il y a un de mes sous-officiers du cours qui avait passé le mot, puis on avait les vieux 3/4 de temps, puis il avait caché les affaires sur 3/4 de temps. Et puis il y avait parce que quand on faisait les patrouilles, les plus âgés, je les gardais au camp pour faire la sécurité, ou pas les envoyer en patrouille. Et puis je reviens de patrouille, puis j'entends je sais qu'il y a quelqu'un qui mange quelque chose.
C'était Simpson, les mains, je pense que c'était un phénomène, ça, les chemins comme fort. Il mangeait des barres de chocolat au Marie, une grosse barre. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Je dis, combien vous en avez? Il y en avait 4 autres. Puis je dis, allez toutes les manger, d'après. Tu n'as pas le droit de faire ça, là, mais on parle de, tu sais, on parle de le longtemps, puis c'est correct, là. Simpson les a mangés, en fait. Ça a été un drôle de cours, là. J'ai eu bien du plaisir, là. Puis, vraiment, c'est là que j'ai rencontré mon épouse, Pierrette. Parce que le 22 était là, et puis il y avait une école française. Alors, il faisait venir des institutrices, instituteurs du Canada. Et puis, ils avaient accès aux messes officiers. Fait qu'il y en a qui venaient manger là et tout. Puis quand il y avait des soirées, c'est là que j'ai rencontré Pierrette. Ça, c'est la plus belle affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Ouais, Pierrette, je pense pas que j'aurais... On serait là aujourd'hui? Non, je pense pas. Non, parce que j'étais un peu rebelle, puis... j'ai de la misère, quoi. Même à l'âge que j'avais, je manquais un peu de maturité, là, tu sais, je voulais profiter de la vie. Oui, je comprends. Et puis, alors, on s'est rencontrés, et puis, c'était le coup de foudre. Ça a pris un certain temps, par contre, avant on se revoit parce qu'en 72, on a déménagé en 70, on était dans le nord, à Burr, on a déménagé à Gare, et puis là, je suis devenu assistant adjudant, et aussi, commandant de détachement de reconnaissance. Ça, c'était fantastique. Il y a eu un incident pendant que j'étais là. On a commencé les gros exercices Reforger. Pas si tu connais. Tu as été posté? Non, j'ai jamais été en... Il y avait à l'automne des gros exercices Reforger, là, où ils faisaient venir les troupes américaines. Tu peux avoir 35-40 000 troupes le temps de déployer. Et puis, écoute, tu avais des véhicules comme on n'avait jamais vu, là, nous. Moi, j'étais au peloton de reconnaissance, puis un soir, on se promenait sur une montagne. Et puis, je sais pas ce qui est arrivé, notre Lynx a barré. On a pu le buter, on a fait 3 rouleaux, je pense. Puis, à un moment donné, ça a arrêté. Et puis, on était la tête par en bas, on a réussi à s'extirper, sortir de là. Et puis, on a attendu que le wrecker vienne pour nous sortir de là. Au matin, on a vu qu'il y avait un arbre, puis en bas, il y avait un précipice d'à peu près 650 pieds. Et puis, si on avait passé à côté de l'arbre, on est chanceux des fois dans nos affaires. On n'était pas dû. On était pas dû. Puis mon chauffeur, il l'appelait le schlick. Et puis lui, il a dit, plus jamais que j'ai des chenilles. Alors, lui, conduit des chenilles, il s'est ramassé au transport sur le pétrole, ce qui n'est pas mieux non plus. Mais lui, au point de vue des chenilles, il n'a jamais rien voulu savoir. En 72, on me dit, OK, t'es affecté au régiment aéroporté. Qui était à Edmonton. Qui était à Edmonton à ce moment-là. Et puis... Pierrette vous suit? Non, on n'était pas... elle restait en Allemagne pour compléter son contrat. Et puis, on communiquait. Et puis, le premier saut qu'on a fait, c'était à Fort-Assiniboine. C'est au nord d'Edmonton. Ah, OK. Et puis, il avait décidé de dropper l'équipement avant, des véhicules et tout, avant qu'on saute. Et puis, je me rappelle, moi, j'ai fait un saut, pas de problème. Puis après, Jean-Charles Gagnon, qui était caporal-chef à ce moment-là, lui, il a fait une brassière. Et ça, il a tout pris pour se dégager, parce qu'il s'en allait direct sur un tronc de tonne. Mais il a réussi à il était un petit peu amoché, là, juste te dire que c'est le même gars qui était avec moi, ça, quand j'ai eu mon premier peloton. Oui. Claude Gagnon, qui était venu chef. Et puis, le colonel, c'est le colonel Pitts, à ce moment-là, qui commandait le régiment aéroporté. Il faisait un sacré bon chef. Il nous avait dit, on revient à pied 100 000 de Fort-Assiniboine jusqu'à Edmonton. Les 3 semaines qu'on a passées là, c'était un peu dans le swamp. Et puis, on est parti la première journée avec 70 livres sur le dos. Après la première journée, là, quand il a regardé les pieds, tout le monde dit, non, on enlève le rucksack, on va regarder la FNCE. Fait qu'on a complété, mon peloton, toute ma gang, il y a personne qui a lâché. On a tout fait le 100 000.
je l'ai dit qu'on avait hâte d'arriver à Edmonton. Puis, je chantais des chansons, mais c'était toujours les mêmes. Puis, en tout cas, pas de gang de gars, je faisais de me rappeler le soleil, j'ai son visage devant moi, ça va parler tantôt. Vachon. Lucie était adjudant-chef, là, puis il était tanné de m'entendre chanter, mais il n'y avait pas d'autres chansons. Donc, on a eu bien du plaisir quand même. J'étais très heureux, très fier que toute ma gang, il n'y a personne qui a lâché. Tout le monde est arrivé. Disons qu'on n'est pas sorti trop fort cette fin de semaine-là. Il y a eu un repos. Il y a eu un repos, oui, je comprends. En 73, il y avait eu la gang du Yom Kippour au Moyen-Orient. Et puis, le Conseil de sécurité avait décidé que la mission de maintien de la paix serait déployée. Et le Canada voulait envoyer le régiment Léoparté. Fait qu'on dit, OK, vous allez vous sensibiliser au désert. Fait qu'il nous a envoyé nous entraîner pendant un mois au Mojave Desert, en Floride. Pas Floride, de la Californie. OK. Fait qu'on est allé là, on s'est entraîné. On est revenu, on dit, non, ça marchera pas. Les Russes ont mis un veto qui voulait pas avoir le régiment Léoparté du Canada déployer sa mission de paix. Alors, pour nous consoler, on dit, OK, on va vous envoyer à Chypre. Et puis, le contingent serait basé sur le premier commando. Ce qui était une surprise, parce qu'on aurait pensé plutôt que... Puis, juste à revenir un petit peu, y avait-tu encore le deuxième commando, qui est Pépicialaire, puis le troisième, Action? Oui, le régiment Léoparté était complet à Edmonton, avec la compagnie de service, l'artillerie. Puis, comment ça se passait à travers les différents régiments? Les différents commandos? Ben, disons, il y avait toujours, c'était pas l'amour fou, là, mais ça composait, là. Tu sais, on faisait l'exercice ensemble. Il y a toujours la rivalité qui a toujours existé entre le 22 RCR et Pépicialaire. Surtout, avec les RCR, puis Pépicialaire un peu moins. Plus tard, c'est venu Pépicialaire. Oui, je sais. Oui, mais, non, il n'y avait pas de grosses chicanes, là. On avait chacun nos postes de commandement, là. Fait que tu voyais surtout aux messes ou en exercice. À part de ça, chacun faisait son entraînement particulier. Mais comme je te dis, pour le contingent, c'était basé sur le premier commando qu'on fait. Et puis moi, à ce moment-là, on m'a donné le peloton, la responsabilité du peloton de reconnaissance. J'avais 56 personnes qui étaient là pour sa organisation. Parnouche, OK, quand même. J'avais des sous-officiers seniors. Gauthier, je sais pas si tu as connu. Sergent Gauthier. Il devenu adjudant-chef. Il devenait adjudant-chef, puis il est resté, je pense, une quinzaine d'années au régiment Léoparté. Ticaire. Alors, j'avais des camarades-chefs seniors.